Bonjour à tous, vous pouvez m'appeler Monsieur Buziane, ou plutôt Pharaon Buziane. C'est beaucoup mieux. Vous ne trouvez pas? Alors, aujourd'hui, encore et encore du travail. Vous n'êtes pas là pour chômer. Toute la société égyptienne, mis à part moi et ma jolie femme, travaille. Travaille très dur. Et vous en faites partie à présent. Vous faites partie de cette société. Dans cette vidéo, nous allons aborder quoi? La société égyptienne, si vous ne l'aviez pas deviné avant. Alors bienvenue dans le dispositif de la classe inversée. Soyez attentifs, travaillez, encore et encore, et on se retrouve très vite, à la fin de la vidéo. De 3000 ans d'histoire, une civilisation où tous les mystères demeurent, il est impossible de parler de LA société égyptienne. C'est pour ça que nous allons nous focaliser sur le Nouvel Empire, une période de l'Égypte antique allant de 1500 à 1000 avant Jésus-Christ. Au sommet de la pyramide, nous allons retrouver le pharaon et son épouse. On parle de moi là? Rois et reines d'Égypte, ils sont considérés comme des dieux sur terre. Le pharaon cumule tous les pouvoirs possibles et tous les territoires égyptiens lui appartiennent, y compris les hommes et les animaux. Si nous nous intéressons à la dynastie ramesside, il accède au trône par un critère de naissance. Il doit nourrir et guider l'ensemble de son peuple, le tout soutenu par son aspect divin. Mais attention, le territoire étant très vaste, il ne peut se permettre de diriger seul. Le pays est divisé en deux, et il nomme un vizir pour chaque partie. Le pharaon ne paye aucun impôt, et ses seules obligations sont d'obéir aux dieux et de guider son peuple. Le souverain accumule toutes les richesses et les conquêtes afin de forger une image légendaire et sacrée de lui-même, qui perpétuera pour toujours. À leur mort, le pharaon et son épouse sont momifiés et enterrés dans des tombeaux monumentaux. Les deux vizirs sont les grands ministres du pharaon, la volonté du maître, les oreilles et les yeux du roi. Ils sont chargés d'appliquer les nouvelles décisions royales dans les deux parties du pays, d'informer le roi sur la situation de celui-ci, sur tous les plans, le plan économique, social, militaire, etc. Collecter les impôts et assurer leur envoi dans la capitale. Contrôler les rendements agricoles et rendre justice pour les petits délits. Attention, les grands délits, comme les crimes, sont jugés par le pharaon en personne. Cependant, certains peuvent conseiller le pharaon, chose plus rare sous Ramsès II. Ils possèdent leur propre demeure au sein du palais royal, ne payent pas l'impôt et ils doivent simplement reconnaissance et obéissance au pharaon. Chose qu'il faut retenir, la majorité des vizirs au Nouvel Empire font partie de la famille royale. Mis à part les vizirs, les prêtres font également partie de la classe dominante en Égypte antique. Le pharaon lui-même désigne des grands prêtres auxquels il délègue le pouvoir de diriger le clergé d'un temple et de gérer ses biens. Si le temple en question est très riche, il est confié à un proche ou à un membre de la famille royale. Les prêtres président toutes les cérémonies et offrandes au sein de leur temple et assurent ainsi l'équilibre du monde égyptien. Leur rôle est d'une importance capitale, car les Égyptiens sont très religieux. Les prêtres sont les seules personnes autorisées à momifier les pharaons. L'engagement des prêtres au sein du clergé est plus ou moins lourd. Certains font vœu de célibat et de chasteté pour se consacrer totalement à leur sacerdoce. D'autres assument leur activité religieuse mais peuvent avoir une famille et d'autres occupations. Ils ne payent pas l'impôt et reçoivent énormément de dons de la part du pharaon, qui lui les contrôle attentivement car la puissance des grands prêtres d'Amon sous le Nouvel Empire est telle qu'ils sont un véritable contre-pouvoir. Les souverains cherchent donc systématiquement à s'allier au puissant clergé du royaume. Attention, au niveau des prêtres, il faut bien faire la différence entre les prêtres qui vivent dans le temple et les prêtres embaumeurs qui, eux, sont chargés
d'embaumer les corps. Au service des prêtres et des vizirs, nous retrouvons les scribes. Ils sont les détenteurs des plus grands savoirs. Ils savent lire et écrire. Ils sont chargés du calcul des impôts et des différents recensements du pays, rendement agricole, administration centrale, etc. Ces véritables piliers de la société égyptienne sont recrutés, payés et entretenus par l'État. Afin d'accéder à ce poste, les individus doivent savoir lire, écrire et compter. Ils sont très bien considérés dans la société et bénéficient d'une grande liberté dans le métier. Ils ne payent pas l'impôt. Les scribes bénéficient d'un salaire généreux et ils considèrent qu'ils exercent le meilleur métier du royaume. L'Égypte antique commence à posséder une armée permanente et de métiers qu'à partir du Nouvel Empire. Bien que dangereux, le métier de soldat procurait certains avantages. Vivre gratuit, terre exemptée d'impôts et possibilité d'ascension sociale. Dans l'armée, bien évidemment. Tout le monde pouvait s'engager, mais les hauts postes de l'armée étaient réservés aux fonctionnaires. Les soldats ne faisaient bien évidemment pas partie des privilégiés, malgré les avantages. Le petit peuple est composé de paysans et d'artisans. Nous les connaissons très peu malheureusement, car les textes qui ont été conservés contiennent surtout des informations liées aux élites. Cependant, l'archéologie aide, depuis quelques années, à combler ce manque. Les Égyptiens ordinaires sont tous sous la tutelle de l'État. En effet, de la naissance à la mort, ils sont nourris, éduqués et blanchis. Les paysans travaillent une terre qui ne leur appartient pas. Ils ne possèdent aucun bien. Les villages agricoles sont construits selon un modèle type pensé par l'administration. Mesures précises et habitations semblables pour tous. Les artisans fabriquent de nombreux objets. Des bijoux, des sculptures, des vases et font également de la peinture. Ils ne sont pas très reconnus dans la société, malgré leur savoir-faire magique qui leur donne accès au métier. Il s'agit d'une transmission de père en fils. Ils sont eux aussi gérés par l'administration. Paysans et artisans sont accablés d'impôts. Ils n'ont aucun privilège, ne peuvent se marier et aller en justice. Ils sont confrontés à de dures conditions de travail avec un repos très limité. Ils sont encadrés et surveillés en permanence. Nous avons tous l'image d'un grand nombre d'esclaves asservis par l'Égypte antique pour les grands travaux et d'autres exploitations jusqu'à la mort par épuisement. Les textes bibliques ont fortement influencé la propagation de cette fameuse image. Il est fort peu probable que les Égyptiens aient développé un système bien pensé d'esclavage. L'épisode des Hébreux en Égypte vient renforcer cette théorie d'esclavage de masse. Cependant, aucun document ne mentionne la présence d'étrangers, ni leur départ précipité, ou la mort de soldats au passage de la mer Rouge. Bizarre pour une civilisation qui enregistrait tout. Des travaux assez récents nous permettent de comprendre que les Égyptiens n'avaient pas besoin d'esclaves car l'individu appartient déjà à un système qui le gère et l'utilise de sa naissance à sa mort. Une main-d'œuvre gratuite et locale. Il y a tout de même une présence d'esclaves, attention. Des prisonniers de guerre par exemple, mais leur statut dans la société ne varie pas trop de celui d'un Égyptien ordinaire. Ils possèdent moins de droits que les autochtones et ont moins de liberté. Des individus très pauvres se vendaient à des familles plus riches et exerçaient le rôle de domestiques serviteurs afin d'échapper à la famine. Ils entretiennent la maison, font la cuisine, servent le repas. C'est souvent les jeunes filles qui sont casées dans cette catégorie sociale. Et voilà, on y est, il est temps de parler de la femme. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport aux autres civilisations antiques, les femmes égyptiennes jouissent d'une position relativement privilégiée au sein de la société. Elles bénéficient des mêmes droits que les hommes ainsi que d'une liberté de mouvement. Elles peuvent posséder des biens et des terres par délégation du pharaon et occuper tous les postes possibles. Elles sont mises en scène sur les peintures et dans le domaine des sculptures. Malgré cette possibilité de liberté, la majorité des femmes sous le Nouvel Empire sont dépendantes de leur mari et se limitent à leur rôle maternel. De nombreuses femmes ont régné sur l'Égypte. Nous avons l'exemple évident de Néfertiti, femme d'Akhenaton, qui était représentée sur des sculptures à une hauteur plus élevée que son propre mari. Une symbolique forte. Nous avons également l'exemple de Néfertari, grande épouse de Ramsès II. Elle a fortement contribué au succès de son règne, même si elle n'était pas la seule épouse
C'était la seule qui était considérée aux yeux du pharaon. Nous sommes bien évidemment face à une société très hiérarchisée. D'une part, nous avons les privilégiés, qui constituent 8 à 9% de la population, et les non privilégiés, plus de 90% de la population. Ce que j'attends de vous, c'est la réalisation d'une représentation pyramidale de la société égyptienne, accompagnée d'un tableau contenant les différents critères spécifiques pour chaque catégorie sociale. N'oubliez pas que vous avez également entre vos mains le concept de la stratification sociale et la fiche compétence 4 en histoire. Alors, pas mal la vidéo, hein? On se retrouve très vite en classe, ne vous inquiétez pas. Je vérifierai tout. Je contrôlerai tout. À très vite.